Bonsoir à tous et à toutes. Ça commence, c'est la rentrée de Charybde et pour cette occasion on est extrêmement honorés de recevoir André Markovits. Moi la première fois que j'ai entendu ce nom-là, c'était une amie qui me disait quoi, tu vas lire Dostoïevski, mais moi je te préviens, je suis une fasciste de la traduction et c'est hors de question de lire Dostoïevski dans une autre traduction que celle de André Markovits. Dont acte, c'est ce que j'ai fait, j'ai pas regretté, c'était La Douce en l'occurrence, que je recommande au passage. Et ce soir, on est extrêmement heureux de le recevoir pour l'exercice du libraire d'un soir qui consiste à parler non pas forcément de ses propres traductions, de ses propres livres, mais de livres qu'il aime. Et je vais vous laisser la parole tout de suite, c'est votre soirée. Alors, c'est un exercice, quand on m'a demandé de ça, quoi, de faire cet exercice-là, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire ? Quels sont les livres que j'aime et dont je veux parler? Et la question, elle est toute simple. Il y a une personne qui n'est pas là, ici, avec moi, mais qui est tout le temps avec moi, c'est Françoise Morvan. C'est une personne avec laquelle je travaille, avec laquelle je vis, ça c'est encore autre chose, et qui écrit des choses qui sont très très importantes pour moi et qui définissent ma vie aussi. Ça va si je parle comme ça? On m'entend? Bon. Et donc, j'ai choisi 6 livres de Françoise et un livre pas de Françoise. Et je vais commencer par le livre pas de Françoise. Je vais commencer par l'Iliade de Philippe Brunet. Parce que, en fait, Philippe Brunet, qui a traduit l'Iliade, je sais pas, c'est un garçon qui connaît tout par cœur. Il connaît l'Iliade par cœur, en grec, et dans sa traduction. Et c'est un fou. Je veux dire, il connaît pas que l'Iliade. Il connaît aussi l'Odyssée, il a traduit aussi, Théocrite. Non, Théocrite, qu'est-ce que je raconte? Hésiode. Il a traduit Hésiode. Il a traduit Sappho. Il a traduit... Et il a une folie. C'est qu'il cherche à retrouver en grec la prononciation d'Homère. Du 8e, 9e siècle avant Jésus-Christ. Et il y a quoi? 10 personnes au monde qui sont capables de faire ça. Parce qu'il a fait des études phonétiques et tout. Voilà. Et il chante Homère. Et il chante Homère avec, ça paraît aberrant de le dire, mais c'est vrai, une harpe. Et c'est une harpe éthiopienne. Il a découvert une harpe, il était à Addis Abeba. Il y a des gens qui vont à Addis Abeba. Il était à Addis Abeba et il a vu dans une boutique, une harpe. Et il a dit, c'est quoi ça? Cette harpe, je l'ai vue sur un vase du 8e siècle, en Crète. Et il a acheté la harpe, et c'était pas la même. Et il essaie de traduire en hexamètre. C'est-à-dire de retrouver une espèce de scansion du vers français, non pas syllabique, mais tonique, qui est ma grande marotte, mais qui n'existe pas. Ça n'existe pas. Je veux dire, le français ne fait pas attention à l'accent tonique. Mais ça c'est un hexamètre. Comment faire ça en français? Et Philippe traduit comme ça, en prenant comme base non pas le nombre de syllabes mais le nombre d'accents. Et une fois qu'on commence à lire son texte, j'arrive à la fin de mes 5 minutes, c'est absolument invraisemblable. Il faut lire ça à haute voix. Et il n'existe pas de texte réel. C'est-à-dire que vous avez le livre, mais quand vous l'écoutez, du fait qu'il connaît tout par cœur, à chaque fois il change. Et c'est stupéfiant. C'est entièrement fou, c'est entièrement extraordinaire. Et bref, il faut absolument que vous sortiez, que vous connaissiez ça. L'Iliade. Il est en train de faire l'Odyssée. De finir quasiment l'Odyssée.
j'ai connu Françoise, elle m'a demandé de travailler avec elle, Françoise Morvan, elle m'a demandé de travailler. Je voudrais vous parler d'un livre auquel je tiens plus que tout, qui s'appelle Le Monde comme si, de Françoise Morvan. Françoise, quand je l'ai connue, donc je l'ai connue en Bretagne. Et moi, la Bretagne, je ne connaissais rien du tout. Et Françoise est passionnée par le conte populaire. Je parlerai d'un autre livre après, à propos du conte populaire. Et Françoise est passionnée non seulement par le conte populaire, mais par la Bretagne. Et elle a voulu publier des contes populaires bretons qu'elle avait retrouvés en manuscrit. Un collectage du 19e siècle qui était absolument passionnant. C'est-à-dire que le gars avait noté, le collecteur avait noté, au crayon. Et naturellement, ce qu'il avait noté, c'était pas le conte, puisqu'il n'avait pas le temps de noter le conte. Il notait des bouts de phrases. Et Françoise, en travaillant sur ces fragments, voyait non seulement la fabrique du conte, comment est-ce qu'un conte se réécrit par la personne qui le note, mais aussi qu'est-ce que c'était que la langue populaire de cette partie de la Bretagne au XIXe siècle. Et quand elle a voulu la publier, ce carnet absolument, alors un truc d'érudit, elle a voulu publier en bilingue, enfin bon, ça. Son directeur de thèse lui a interdit de publier ça en respectant l'orthographe. Et il a dit une phrase extraordinaire, il a dit « Jamais je mettrai ça sous les yeux des enfants ». Ce qui voulait dire, c'est qu'il y avait eu une réforme de l'orthographe en Bretagne en 1941. Et que l'orthographe bretonne était devenue nationale. Et pas, comme elle était avant, dialectale. C'est-à-dire qu'on avait créé une nation bretonne en 1941, avec les Allemands. Et l'orthographe des textes anciens devait être changée en une orthographe moderne pour enlever toute trace du dialecte. Le dialecte étant ce qui détruit ce qui détruit l'unité de la nation. Et Françoise n'a pas compris qu'est-ce que ça voulait dire exactement, pourquoi. Et puis elle a eu un procès avec ce professeur, Père Denez, qu'elle a gagné naturellement. Et au fur et à mesure d'étudier ce qui se passait, elle a fait tout l'historique de ce que c'est qu'un nationalisme. Il se trouve que c'était en Bretagne. Et ce qui est passionnant dans le nationalisme breton, c'est que c'est un petit nationalisme. C'est-à-dire, et que comme nous on était dedans, eh ben on connaissait les gens, on connaissait les structures, on connaissait comment ça marche. Mais quand on regarde la façon dont ça marche, on se rend compte que c'est pareil partout. Et d'un petit nationalisme, on passe à un énorme nationalisme. Et le travail sur le monde comme si, c'est un travail sur l'étude de la construction d'une identité. Qu'est-ce que c'est qu'une identité qu'on nous fabrique? Qu'est-ce que c'est qu'une nation? Et au nom de quoi est-ce qu'on fabrique ça? Voilà. Le mot Braise, Bretagne, BZH, est l'emblème de cette nouvelle nation. Le H a été ajouté pendant la guerre. Parce que dans un dialecte du sud, on dit Brech, et dans les dialectes du nord, on dit Braise, avec le Z. Mettre les deux, c'est revendiquer l'unité de la nation. Et ça a été fait en 1941. Françoise est devenue, après ce livre, la bête noire des nationalistes bretons. À tel point que le Huffington Post a fait un article sur les personnes en France les plus contestées sur Wikipédia. Françoise arrive en France sur 1 500 000 articles en 8e position. Voilà.
Et la haine qu'elle suscite est invraisemblable. Et en Bretagne, simplement, on ne peut pas parler. Simplement. Jamais personne ne m'invite en Bretagne. Ni Françoise, naturellement. La Bretagne étant une région dirigée par les socialistes. Et pas par la droite. Ça, c'est encore une autre question. 10 minutes. Excusez-moi. Le monde comme si. Là, vous avez réussi à être invité par des Bretons à Paris. Et être écouté même par les Bretons. Absolument. Non, mais vous comprenez. Certes, sont judaïsés, mais quand même. L'autre livre, ça s'appelle Miliciens contre maquisards, qui est paru aux éditions Ouest France. L'autre était paru chez Actes Sud. Miliciens contre maquisards, c'est la suite du monde comme si. C'est une toute petite histoire. C'est l'histoire d'un groupe de maquisards en juillet 1944, dans la région native de Françoise, Rostrenin. Françoise est native d'un petit bourg de centre-Bretagne, Rostrenin, et son père faisait partie d'un groupe de résistants en juillet 1944. Le chef de son maquis, avec un groupe de gens, pendant une bataille, est parti vers le sud, lui est parti vers le nord. Ceux qui sont partis vers le sud ont été attrapés par les Allemands, et pas que par les Allemands, mais par les miliciens français, et par ce qu'on appelait la Besenperotte, c'est-à-dire des miliciens SS, en uniforme SS, mais bretons, et torturés et massacrés. Et le père de Françoise, étant parti de l'autre côté, a survécu. Et c'est l'histoire de ces gens. Qui étaient les gens qui ont résisté? Qui étaient ces résistants? Qui étaient les gens qui ont torturé? Qui étaient les gens qui ont torturé? Françoise a retrouvé l'itinéraire de toutes ces personnes. Et c'est très intéressant. Et au fur et à mesure, en élargissant de plus en plus le champ, ce petit frais de 4-5 jours en juillet 1944 à Rostrenin, centre-Bretagne, devient une espèce de tableau de la guerre civile qu'il y avait, non seulement en Bretagne, mais en France, en juillet 1944. De cette violence innommable qui a accompagné la libération. Et c'est un livre tragique, fait sur plusieurs voies. Le texte de Françoise, le texte d'un témoin qui a écrit un livre, d'ailleurs assez problématique, et puis Françoise a retrouvé les témoignages en procès des gens, et les publie aussi. Et vous avez 3 voix différentes pour parler d'une réalité absolument tragique. Voilà. Miliciens contre maquisards. Et c'est un livre extraordinaire. Extraordinaire. Aux éditions Ouest France. Après, Françoise a eu l'idée de traduire du français en français. Ben oui. Elle a toujours été passionnée par le Moyen-Âge et par Marie de France, qui est le premier poète français, la première poétesse, le premier poète français. Et Françoise a traduit, en respectant la forme, c'est-à-dire l'octosyllabe rimé, les laits de Marie de France. Et c'est... Enfin, c'est... Je vais juste vous en lire... Attendez, 2 secondes. Je ne sais pas lequel je vais prendre. Naturellement, j'improvise tout ça. Bon, en fait, voilà. Si Dieu vous a fait don de science et de parler bonne éloquence, il ne le faut taire ou cacher, mais au contraire le montrer, comme un beau fait vient à se dire. Déjà il commence à fleurir, et s'il est loué de plusieurs, alors il s'ouvre avec sa fleur. Et ça commence comme ça. Et si vous le lisez encore une fois à haute voix, les livres qu'on aime, on les lit à haute voix. C'est des livres de voix. Eh bien vous avez
tout le Moyen-Âge, puisque dans Marie de France se trouve le début du mythe de Tristan, le début du roman courtois. Et vous avez une espèce de poésie d'une beauté mais extraordinaire. C'est Bellary. Non, mais le texte en ancien français est connu, je veux dire, voilà. Hein. Et non, c'est en poche. Hein. Mais à la rigueur, vous connaissez les laits de Marie de France, mais ceux que vous connaissez pas, c'est les fables. Et là, vous avez un livre qui est un miracle. Et d'abord, c'est un miracle éditorial, parce qu'il est en poche. Et Actes Sud, je ne sais pas par quelle aberration d'esprit, mais je bénis, c'est pour ça que je bénis Actes Sud, enfin pas que pour ça, hein, mais je bénis Actes Sud pour un certain nombre de raisons, pour d'autres on peut discuter. Néanmoins, ils ont publié ça, donc si vous achetez ça, vous achetez ça aussi, les fables de Marie de France. Et personne ne connaît les fables de Marie de France. C'est les premières fables françaises. C'est-à-dire 1180, 1160. Et ce qui est extraordinaire dans ces fables, c'est que bien sûr, il y a des fables d'Ésope, donc qui remontent à la tradition, pas depuis Ésope jusqu'à Phèdre et la tradition latine, mais vous en avez une bonne centaine qui ne sont pas d'Ésope, et qui sont des fables arabes ou des fables juives. C'est-à-dire qu'au XIe siècle en France, on mettait sur le même plan l'origine latine et grecque et les origines arabes et juives. Et c'est des fables extraordinaires parce que c'est des fables qui remettent en cause radicalement l'ordre social. Et pas que l'ordre social, mais l'ordre sexuel. C'est réellement la première revendication d'une femme. Et ce qui est bouleversant encore dans ce livre, ça va, on m'entend comme ça? Oui. Ce qui est encore bouleversant dans ce livre, c'est la couverture. C'est Marie de France. C'est une représentation de l'époque, enfin 40 ans plus tard, de Marie de France. Donc voilà, réellement, lisez ça, c'est stupéfiant. Et puis le dernier livre, non pas le dernier, l'avant-dernier. Françoise, aux éditions Ouest France, a publié depuis 10 ans toute une série de contes des régions de France. Il y a des contes bretons qui nous ont valu, des années agitées. Parce que les procès, c'est pas très gai, et la haine, c'est pas très gai non plus, et les menaces non plus. Bon, bref. Mais il n'y a pas que des contes bretons. Françoise a essayé de retrouver les collecteurs de toutes les régions de France. Et donc vous avez des contes de Picardie, de Carnois, les contes d'Alsace, des contes de Provence, de Mistral, qu'elle publie, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et à force, ça fait quelque chose comme 15 volumes. Et c'est devenu petit à petit la collection de références sur le conte populaire français, mais tel qu'il est réellement, pas réécrit, tel qu'il est réellement. Et ce qui est... Parce que finalement, qu'est-ce que c'est un conte? C'est une structure fixe. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi avec un conte. Parce que ça remonte, mais réellement à l'origine des temps. Quand je dis réellement à l'origine des temps, c'est pas une métaphore. Il y a eu des idées qui pensent que si l'humanité, si nous remontons à un seul groupe d'Homo sapiens, qui sont partis d'Afrique il y a, 100 000 ans, en gros, si les contes sont les mêmes dans le monde entier, c'est pour ça aussi. C'est que c'était leur conte à eux. C'était pas des contes, c'était des mythes, c'était je ne sais pas ce que vous voulez. Des études commencent sur ça.
Et c'est un sujet extraordinaire. Mais, et donc voilà, c'est quelque chose de réellement invraisemblable. Mais c'est d'une structure fixe, sauf que de pays en pays, de région en région, il y a naturellement des particularités. Et ce qui est passionnant, c'est de voir à la fois ce qui reste, le socle commun, ce que Propp a analysé comme motif de conte, et les particularités régionales, etc. Et Françoise a publié une espèce d'anthologie de cette collection, dans un gros livre qui s'appelle Contes et légendes des régions de France, chez Ouest France. Voilà. Et c'est vraiment, vraiment beau, quoi. C'est vraiment beau. Et puis, je voulais présenter un autre livre, et il n'existe pas. Et c'est sur cette absence de livre que je voudrais terminer. Je voulais qu'on parle d'Armand Robin, qui est un poète né à Rostronin. Rostronin, centre-Bretagne, est le centre du monde. Vous le savez sans doute pas, mais c'est comme ça. Et tout ce que vous êtes, vous, c'est des gens décentrés. Vous comprenez? Et désidentifiés. Parce que vous n'êtes pas de Rostronin. Et donc, bon bref, Rostronin est là. Daniel Colobert est né à Rostronin. Françoise a publié aussi les œuvres de Daniel Colobert chez POL. Bon, mais sérieusement. Bref, c'était un poète très intéressant qui, finalement, n'a pas écrit grand-chose en poésie, mais qui a traduit d'une quarantaine de langues. Et c'est comme ça qu'on s'est connus, Françoise et moi. Parce qu'elle m'a demandé de travailler avec elle sur les traductions russes d'Armand Robin. Et c'est qui était un des premiers traducteurs, par exemple, de Boris Pasternak. Bref. Et Armand Robin avait publié en 1900, il est mort en 1961, en 1961, au commissariat, sans doute tabassé par les flics, dans un état d'épuisement et de délabrement physique. Voilà. Et ses œuvres ont été récupérées par des amis et déposées chez Gallimard. Parce que c'était un auteur Gallimard. Et en 1970, on a publié un livre qui s'appelait Le monde d'une voix, de poèmes d'Armand Robin. Et ces poèmes d'Armand Robin avaient une particularité, c'est que le premier livre d'Armand Robin, Ma vie sans moi, n'était pas un livre que de poèmes, mais un livre de poèmes et de traductions. Il y avait une quinzaine de poèmes et une quinzaine de traductions. Et en 1970, l'éditeur, qui considérait qu'un poète, ça écrit des poèmes, parce que sinon c'est pas de la poésie, et en tout cas ça traduit pas, il a juste coupé les traductions. Et le livre est paru sans les traductions. Et donc personne ne peut lire les traductions. Et Françoise a passé 20 ans de sa vie à retrouver les textes d'Armand Robin et à les publier aux éditions Hubac, qui ont disparu depuis. Premier livre absent. Et qui ont été maintenant... on vient d'apprendre que, la Bibliothèque nationale les a mis sur son truc, la relire. Personne n'a demandé ni à Françoise ni à rien. Et on se retrouve comme ça, comme des couillons. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Bref. Et en travaillant sur les archives, tout à coup, Françoise a découvert que si Armand Robin avait écrit des poèmes en 1942, à un moment, elle a retrouvé par le grain du papier qui avait une liasse qui faisait un cycle. Parce qu'en 1942, le papier était très mauvais. Et elle a pu dater le papier. Et quand on mettait tout ça ensemble, ça faisait un livre où il y avait des poèmes, mais aussi des textes en prose, des traductions. C'était un livre multiforme qui s'appelait Fragments. Et Françoise a republié ce livre chez Gallimard sous le nom de Fragments. Et quand Robert Gallimard, qui était à son jury thèse, qui est un ami à elle, était à son jury thèse sur Armand Robin, sur ça, il dit, mais quand le livre le monde d'une voix sera épuisé dans Poésie Gallimard, eh ben, on remplacera. Et puis Robert Gallimard est parti,
Et André Velter dirige Poésie Gallimard. Et André Velter a simplement republié Le Monde comme Le Monde d'une voix en ajoutant un autre poème qui n'a rien à voir. Et Gallimard a fait disparaître Fragments. Plus personne ne peut lire ce livre. Et ça, c'est encore une autre question. Qu'est-ce qu'on fait d'un livre qui est l'aboutissement d'une vie et qui n'existe plus? Point. Merci. J'ai tenu, hein? Et on m'a dit 40 minutes. Impressionnant. Traditionnellement, donc, dans une soirée libraire d'un soir, on est là pour saisir un aspect original en fait d'un auteur, d'un éditeur ou d'un traducteur qui n'est pas sa propre production, mais une production qu'il affectionne particulièrement pour des raisons qu'il expose lui-même. Ce que je pense André Markovitch a fait avec énormément de conviction et de cohérence en fait ce soir. Il se trouve que ce soir on a deux livres d'André Markovitch qui sont particulièrement dans l'actualité puisqu'ils sont parus hier. Donc on va en parler peut-être un petit peu plus que d'accoutumé. Et ce d'autant plus, et là je vais faire une toute petite parenthèse, que ces deux livres qui paraissent chez Inculte Dernière Marge, donc qui est un nouvel éditeur, mais qui vient d'un collectif d'édition et d'écriture qui nous est particulièrement cher dans cette librairie. Donc depuis 4 ans qu'on existe en tant que libraire, mais déjà avant ça en tant que lecteur, bien entendu. Et ça nous fait particulièrement plaisir donc d'accueillir ces deux ouvrages ce soir ici. Donc moi je vais dire quelques mots sur ces deux ouvrages, sachant que pour pouvoir en parler, en fait, il faut que je dise un tout petit mot sur Vincennet et Marie Stuart, puisque moi je connaissais donc André Markovitch de réputation. En tant que modeste russophone, malheureusement, il y a une grande partie des auteurs russes que j'ai lus étant très jeune, dans des traductions plus anciennes, et je dois reconnaître, à ma grande honte, mais ça va changer dans les 4-5 ans qui viennent. Maintenant, je sais ce que j'ai à faire. Il faut que je lise en fait les traductions d'André Markovitch du russe. Mais ça, c'est vrai. Oui, mais c'est totalement vrai. Et il a donc fallu, pour que je passe de la réputation simplement à la réalité, que je tombe sur donc ce travail qui a été fait avec un éditeur assez étonnant du Mans qui s'appelle Les Doigts dans la prose. Écoute, ça s'appelle, la maison d'édition s'appelle Les Doigts dans la prose. Mais c'est un travail assez incroyable puisque c'est un travail court de Joseph Brodsky, donc de Vincennet à Marie Stuart, mais qui a été conçu donc avec André Markovitch et avec l'éditeur d'une façon particulièrement originale et intelligente, et qui pour quelqu'un comme moi qui n'est pas du tout un spécialiste de poésie, mais qui se pose vraiment des questions en disant mais comment ça fonctionne la construction de la poésie, la traduction de la poésie, sachant que créer et traduire, justement quand on arrive dans ces zones-là, c'est la même chose. Enfin, et c'est ça qui fait tout l'intérêt de ce qu'on dit là ce soir. Et donc il y a 4 textes en fait, c'est quadrilingue en fait. Si on prend ce que disait André Markovitch tout à l'heure, traduire de français en français, on a le texte original en russe de Joseph Brodsky, la traduction qui en a été faite en anglais, supervisée très étroitement par Joseph Brodsky qui parlait parfaitement anglais, qui écrivait en anglais aussi, qui ensuite a beaucoup écrit en anglais, la traduction Gallimard de 1971, et puis une nouvelle traduction donc proposée par André Markovitch. Et par rapport au pinsum que peut représenter d'avoir des traductions puis de les comparer sans arrêt quand on n'est pas un professionnel mais un simple lecteur, les 4 en fait ont été montés tête bêche de façon à ce que chacune puisse figurer vis-à-vis des 3 autres. C'est pour ça que le livre en fait celui dans les deux sens. On peut lire dans tous les sens. Et c'est particulièrement impressionnant parce que ça éclaire réellement. Alors, du français en français, évidemment. Pour ceux qui pratiquent l'anglais, j'imagine presque tout le monde, entre les 3. Et puis pour ceux qui ont la chance de pratiquer le russe en plus, de pouvoir vraiment faire une comparaison totale et de comprendre qu'est-ce qui fait qu'on arrive à créer de la poésie avec des partis pris différents, des gestions du rythme différentes, etc. Donc, qui est tout ce qui ensuite m'a fasciné. Et comme ça, j'enchaîne sur un projet donc, que j'étais amené à lire il y a quelques mois dans des circonstances un peu particulières et qui, au départ, j'étais très méfiant en fait quand je suis tombé sur Partage, parce que je me suis dit, 1 an de journal sur Facebook, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que sur Facebook, je suis devenu moderne. Et j'ai eu très peur. Je me suis dit, voilà, quelqu'un qui va raconter tous les jours des trucs sur Facebook, enfin bon, il y en a plus. Pas tous les jours, hein. Non, tous les 2 jours. Tous les 2 jours, oui. Mais ça peut vite être n'importe quoi. Donc j'avais une crainte, il faut être honnête. Et puis, je me suis dit, bon, ça va parler de traduction littéraire. Et alors, en effet, ça en parle d'une façon mais extraordinaire. Moi, comme on m'en a jamais parlé, c'est-à-dire sur les enjeux de traduction du texte. Et je vais commencer à parler, parce que ça parle du russe au départ, même si ça ne parle pas du tout uniquement du russe. De la façon, on parle de théâtre, donc de la façon dont
on va travailler une traduction en fonction de qui la met en scène, de qui va être amené à la travailler, du type d'acteur qu'on a éventuellement. Donc on rentre très en profondeur dans ce qui fait la musique d'un texte, dans le lien entre le sens, la langue, les rythmes, la prosodie. Enfin, c'est absolument fascinant. Et puis, c'est loin de se limiter à un travail, même si c'est très très riche au plan de traduction littéraire. C'est là qu'on voit que la traduction littéraire n'est pas du tout que de la traduction, au sens souvent un peu où on tend à la rapetisser. C'est de la création, c'est de la politique. Et clairement, les choix de traduction vont renvoyer aussi bien à tout un pan de ce qui est raconté dans Partage, qui tient à l'histoire personnelle d'André Markovitch, de sa famille, du lien entre la langue russe, la langue yiddish, la langue française, la langue anglaise également, enfin de la façon dont tout ça va s'entrechoquer et créer une culture très particulière et très performante et performative par rapport à ce qu'il va s'agir de faire ensuite. Où le breton va venir jouer un rôle, et là, Françoise Morvan étant présente parmi nous quasiment à travers les livres, joue bien entendu un rôle essentiel, et avec cette question également du nationalisme qui surgit par les détours les plus inattendus, en fait, en plein milieu de création littéraire et de traduction. Donc au total, on a un ouvrage qui embrasse une multitude de sujets, où on peut craindre un instant que ça parte justement en quelque chose de très disparate, et ça dégage une cohérence vraiment phénoménale, et à la fin on se dit que c'est un des livres sous cette forme de confidence au fil de l'eau et de réflexion sur la traduction. Ça embrasse vraiment presque tous les enjeux de la traduction, de poésie, mais pas uniquement de poésie, enfin de théâtre bien entendu, mais également de prose. Alors en plus il y a des bonus, c'est-à-dire qu'il y a une acuité qu'on retrouve dans certains autres ouvrages d'André Markovitch, mais sur la capacité à parler aussi bien et aussi en profondeur de très grands poètes russes parfaitement connus, traduits, etc. et de gens qui sont résolument obscurs, justement, qui ne sont pas traduits ou qui sont traduits seulement en anglais et encore pas toujours. Enfin, c'est vraiment fascinant, quoi. Et c'est un ouvrage que je recommande à vraiment toutes les amoureuses et tous les amoureux de littérature, et de littérature qui a du sens, enfin, qui porte un sens politique, social, réel. Bien que ce ne soit pas un ouvrage de politique en tant que tel, mais ça l'est profondément. Et c'est absolument magnifique. Donc je pense que tout à l'heure, André acceptera de nous en lire peut-être quelques extraits. Oui. Puis j'en parle, ouais, voilà, bien sûr. Mais merci. Mais je voudrais dire un mot donc sur Ombre de Chine, que j'ai découvert un peu plus tardivement. Projet qui, je ne vais pas le commenter de façon trop détaillée, parce que Partage en fournit une partie en fait du commentaire du making-of, en fait, puisque les deux ayant été travaillés de façon parallèle. De même qu'on retrouve dans Partage une partie de ce qu'il y a dans la façon de concevoir les 20e Marie Stuart, on y trouve aussi beaucoup de commentaires de fabrication, de pensée, de conception de Ombre de Chine, qui est quand même un défi qui a tout pour heurter en fait un certain nombre de personnes. Parce que Ombre de Chine se propose donc d'être une anthologie d'une certaine période de la poésie chinoise, les Tang, donc en gros le 9e siècle. 680 à 880. 200 ans de poésie chinoise, mes aïeux. Donc d'il y a un peu plus de 1000 ans, enfin un millénaire et un siècle. C'est pas mes aïeux, hein, avec une particularité qui pourrait faire hurler un certain nombre de puristes, qui est que André Markovitch au départ ne parle pas chinois. Et à l'arrivée non plus. Et à l'arrivée non plus. Et donc il s'agit de faire une anthologie en français de poésie chinoise en s'appuyant sur un ensemble de sources, mais extrêmement puissants et pensés, qui sont bien entendu les Russes, qui ont traduit du chinois, puisque là, André Markovitch les maîtrise totalement, les Anglais qui ont traduit du chinois, les Français, moins nombreux, mais il y en a qui ont traduit aussi du chinois, et de faire finalement cette mécanique qui a été aussi à l'œuvre dans 20e Marie Stuart, c'est de rapprocher les sources, de comparer, en se posant les questions, mais pourquoi les choix, ce qu'il explique superbement dans la préface, qui à elle seule, de toute façon, vaudrait déjà l'acquisition du livre, et pourtant elle ne fait que 5 pages, mais il y a sur 650. Voilà. Mais explique fabuleusement bien cette façon justement de faire de la littérature comparée dans l'objectif de traduire à partir d'une langue qu'on ne connaît pas soi-même, mais pour laquelle on sait qu'on va pouvoir, le moment venu, s'appuyer sur des théoriciens, sur des philologues, sur des experts en fait qui vont venir, alors soit renforcer des choix qui ont été faits, soit ouvrir des contraires des perspectives, soit contredire en disant non, là ça va pas être possible, là on est dans la zone du contresens, on n'est plus dans la zone de la création. Et à la fin, on a un ouvrage de poésie, il faut le dire, parce que parfois on oublie que la poésie, c'est aussi une littérature qui a des personnages, on en parlait tout à l'heure, mais pour rire, mais c'est vrai, c'est historique, ça raconte. Ça se passe il y a 1000 ans et un siècle, en Chine, et de la façon dont André Markovitch a conçu ce travail, ce sont des personnages, des situations qui nous parlent, mais de façon complètement contemporaine. Pour moi, c'est de la poésie contemporaine, il se trouve qu'elle a 1000 ans et qu'elle est en Chine.
mais c'est presque incident. Enfin, tellement. Et alors ensuite, chaque poème est évidemment resitué. L'appareil critique est de très grande qualité. Il y a non seulement le contexte historique, la situation des personnages, des poètes, de tout ce qu'on en sait en tout cas, la bibliographie, qu'elle concerne chacun des poètes de cette anthologie, ou qu'elle concerne l'ensemble du contexte et la poésie chinoise, la prosodie chinoise, la métrique chinoise, etc., est fascinante en fait de profondeur dans toutes les langues disponibles ou presque. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'espagnol ou de portugais, mais je l'exclus pas. S'il y en a quelques-uns, mais pas... Donc, moi j'ai vraiment été à la fois très impressionné, emballé par ce livre, enfin qui vraiment a des textes, alors là aussi je pense que vous nous en lirez quelques extraits, mais qui sont d'une beauté et d'une profondeur en français, et on sent derrière une épaisseur et une résonance, et qu'il y a des choses qui ont été pensées, travaillées pour arriver à de la création littéraire en réalité, qui est cette facette de la traduction qu'on tend parfois soit à négliger complètement, soit à reprocher en quelque sorte au traducteur, en parlant toujours de fidélité à un texte d'origine qui se dérobe même aux meilleurs experts de toute façon de la poésie chinoise. Et c'est une des leçons qui est fascinante. Mais merci beaucoup. En fait, ce livre-là, si je peux en dire deux mots, c'est peu dire que j'y tiens. Je veux dire, dans ma vie, il y a, comment vous dire, il y a différentes étapes. Il y a l'étape de Dostoïevski. Donc j'ai fait les œuvres complètes. Pendant l'étape de Dostoïevski, il y avait une étape de, je sais pas quoi, d'incapacité ou de maturation, appelez ça comme vous voulez. Mais à certains moments, j'ai senti que j'étais capable de traduire Eugène Onegin de Pouchkine, qui est, je le dis d'une façon très sérieuse, la chose la plus importante que j'ai faite de ma vie. Et si j'avais fait que ça me suffirait. Parce que c'est le livre le plus important jamais écrit en russe. Et ça se discute pas. On pourrait en discuter, mais je veux dire, on pourrait l'expliquer, mais on peut pas en fait, voilà. Bon, c'est comme ça. Et après, je dis ça d'une façon radicale, hein, et c'est pas grave. Et après, je me suis dit, mais je pourrais peut-être faire un livre où je montrerais la génération des poètes lyriques, des poètes autour de Pouchkine. Et c'est devenu le soleil d'Alexandre. Le soleil d'Alexandre, c'est une expression de Mandelstam, sur dire que Pouchkine est au centre de la poésie russe, il est notre soleil. Mais c'est aussi le fait de dire que, comment vous dire, généralement, qu'est-ce que c'est un livre de traduction? Vous connaissez pas une langue, moi je connais une langue ou un auteur, eh ben, on fait un partage. Pour ça aussi que le livre s'appelle Partage. C'est-à-dire que, eh ben, je connais quelque chose, je vous le donne. Et le traducteur, il a ce bonheur de pouvoir partager sa connaissance. Et donc, le soleil d'Alexandre, sans blague, je peux le dire, je connais le romantisme russe. Bon. Et puis, j'avais un ami, j'ai toujours un ami, qui a fait une anthologie de la poésie tang en breton. Et qui m'a montré des mots à mots. Et là, ça a commencé à me fasciner. Parce que le chinois, classique, il n'y a pas de mode, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de genre. Généralement, ces poètes-là sautent le pronom personnel. C'est-à-dire que tu peux dire exactement de la même façon, sous la même forme, j'allais ou elles iront. C'est la même forme. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ce n'est pas des mots, c'est des idéogrammes. C'est-à-dire, c'est des dessins de dessins, des histoires d'histoires. C'est encore une autre chose, c'est que des monosyllabes. Le chinois est une langue que de monosyllabes. Et toute ma vie, moi, je l'ai construite sur donner un équivalent. C'est-à-dire, je vous donne un alexandrin russe, sans blague. Le temps que vous dites l'alexandrin russe, si vous dites ma traduction, vous dites le même temps. C'est un alors après, on discute qu'est-ce qui est un équivalent, mais ça, c'est autre chose. Bon. Mais là, il n'y a pas d'équivalent possible. Le vers le plus long en poésie chinoise, c'est 7 syllabes. Et c'est énorme. Bon. Et puis j'ai fait un stage, et donc je regardais les mots à mots. Et puis j'ai utilisé un mot à mot de cet ami, et puis un autre mot à mot anglais, pendant un stage que j'ai fait avec des élèves, des étudiants. Dans une école de théâtre, l'ENSAT, l'ancienne rue Blanche.
et qui est comment dire, jumelé avec une école de théâtre de Shanghai. Et donc ils avaient des élèves chinois. Et on fait ce poème, moi je savais pas qu'ils étaient là, et il y a 2 Chinois. Et ce qui m'a sidéré d'abord, c'est que ces Chinois-là, ils lisaient Tu Fu, donc poète du 8e siècle, comme on dit le journal. Ça déjà, ça m'a scié. Mais que le poème était simple. C'est un poème pendant la guerre civile, je reviendrai sur ça. Pendant une guerre civile, Tu Fu trouve refuge dans un temple, et puis quitte le temple. Et il dit au revoir au père abbé. Bon. Mes Chinois n'étaient pas d'accord pour savoir qui partait, qui restait. Et là, j'ai décidé que ça valait le coup de faire un livre. Parce que si nous, on commence à écrire et qu'on ne sait pas qui part, qui reste, on n'écrit pas. Je veux dire, on se tait. Non mais c'est vrai, je veux dire. Ça c'est le premier aspect. Mais il y a un deuxième aspect. Le plus grand pays du monde à l'époque, c'était la Chine. Il était le plus peuplé du monde. C'était 60 millions d'habitants, plus ou moins, au 8e siècle. La plus grande ville du monde, c'était Chang'an, leur capitale. C'est 2 millions d'habitants. 1 million intramuros et 1 million en banlieue. Donc, ensuite, et la structure de l'État chinois est restée, et c'est ça qui est absolument sidérant, la même depuis la création de l'Empire de Chine en moins 240 avant Jésus-Christ, jusqu'à maintenant, sans interruption. La même bureaucratie, le même centralisme, la même chose. Et en particulier, ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait des recensements de la population. Pas par philanthropie, mais pour payer les impôts. Et on les a. Et donc on sait qu'en 753, ils étaient, je crois, je ne sais plus, 60 millions. Et puis en 755, il y a une guerre civile. Et en 763, puisque c'est tous les 10 ans, ils sont 16 millions. Vous saviez ça? Moi non plus. Et une des lectures les plus stupéfiantes de ma vie, c'est les historiens américains, enfin je trouve qu'ils étaient américains, qui discutent pour savoir est-ce qu'il y a eu que 30 millions de morts, ou juste 25, ou un peu plus ou un peu moins. C'est-à-dire que le plus grand massacre de guerre, je ne parle pas de maladie, de guerre de l'histoire de l'humanité avant la Deuxième Guerre mondiale, c'est là, pendant la plus grande poésie chinoise. Tu Fu, Wang Wei, Li Po. Et du coup, mon livre s'est construit sur ces deux choses. D'une part, cette élocution invraisemblable, ce récit sans récit. Et d'autre part, cette présence toute puissante, terrifiante de l'histoire. Et la présence de l'histoire, c'est le sujet du Soleil d'Alexandre. C'est la première génération qui est confrontée à l'histoire. Et donc voilà. Et je voudrais juste vous lire un poème de Tu Fu, justement. Tambour de guerre, les voyages cessent. Une oie sauvage crie à la frontière. L'oie sauvage, c'est un symbole. C'est le symbole de l'errance solitaire. L'automne, cette nuit, la rosée blanche, la lune aussi brillante que chez moi. Mes frères, dispersés dans le pays, sont-ils morts ou vivants? Qui peut me dire? J'envoie des lettres, toutes sont perdues, et les combats n'ont pas connu de trêve. Un autre poème, je peux? D'un poète que... Et alors, je me suis rendu compte d'une autre chose, c'est que parmi tous ces... Il y a 4 fois... Il y a 16 poètes.
les deux tiers n'ont jamais été traduits en français. Par personne. En particulier Meng Chao, qui est un poète du début du IXe siècle. Ça s'appelle « En écoutant un luth ». Le vent qui geint reste d'une pluie fine. Le chêne châtaignier, son champ de feuilles. La lutte sombre à l'ouest des pics sauvages. Quelques étoiles, faibles, nostalgiques. Soudain, sur l'autre berge, un luth résonne. Il teinte froid, traversant la forêt. Lui, le vieillard, reconnaît un chef-d'œuvre. Il se relève, allume la bougie, fixe la longue épingle des cheveux. Parce que les fonctionnaires chinois se reconnaissaient au fait qu'ils se coiffaient en chignon en ayant une épingle. Quand tu remets une épingle, ça veut dire que tu reviens dans le monde. Et il écoute, droit, campé sur terre. Ses yeux obscurs comme saisis de transe. Et quand la brise souffle sur sa robe, il sent le son premier, la cloche jaune, qui est le son de base du bouddhisme. Voilà 30 ans qu'il étudie la voix, dans les douleurs, dans les soucis du monde. La nuit entière, il s'offre à la musique. Tout l'univers vit dans son cœur vibrant. C'est en l'an 800. Un autre, d'un poète absolument invraisemblable, Po Tsui, qui est un poète délibérément qui écrit délibérément des trucs en prose, quoi. Enfin, que je veux dire, tout simple, tout apparemment, tout de suite. Il a beaucoup écrit. Voilà. Un de ses derniers poèmes sur la vieillesse. Ça s'appelle « Dormant par une nuit de pluie d'automne ». Le froid, la nuit, 3e mois d'automne. Vieil homme seul, serein, sans rien à faire. La lampe est morte, il s'est couché plus tard. Il dort, bercé par le beau bruit des gouttes. La bouteille de cendre reste chaude. L'odeur réchauffe encore les couvertures. À l'aube froide, il ne se lève pas. Les feuilles sur les marches gèlent rouges. C'est quand même dingue, ça. Et je voulais faire 400 poèmes. Et j'avais bien trouvé la fin. Un poète mais absolument stupéfiant qui s'appelle Li Shangyin, un des poètes les plus obscurs, enfin les plus difficiles à comprendre. Mais justement, tout le livre, c'est pour vous aider à le comprendre. C'est-à-dire que les autres expliquent. Et Li Shangyin, c'est vraiment incroyable. Bref, je voulais terminer sur ça quand tout à coup j'ai trouvé un poème génial qui s'appelle La ballade de la dame de Qin, sur la fin de la dynastie Tang, la prise de la capitale dans une deuxième guerre civile, et le destin d'une femme prise par les barbares. Et sans blague, c'est maintenant que c'est écrit. Mais c'est stupéfiant. C'est un poème de 500 vers, le plus long. Ça fait mon épilogue. Et c'est une des choses les plus sublimes, je le dis très sérieusement, qui m'a été donné de lire. Rien que pour ça, il faudrait acheter ça. Et personne ne connaît ce poème. Il n'a jamais été traduit en français. Il a été traduit deux fois en anglais, une fois en 1930 dans une revue savante, et une autre fois dans un livre universitaire sur la narration. Enfin bon, bref. Personne ne connaît. Et on a retrouvé ce poème, et je termine là, on a retrouvé ce poème
non pas dans les œuvres de ce poète, qui est un poète assez mineur, mais dans une grotte, dans laquelle on a retrouvé en plus plein de manuscrits, non seulement bouddhistes, mais nestoriens, chrétiens, juifs, arabes, qui avaient été enterrés, visiblement à ce moment-là, pour être sauvés, et qui ont été découverts en 1898 ou un truc comme ça. Où ça? Dans les grottes, je ne sais plus comment elles s'appellent, mais je le dis dans le... Quel pays? En Chine, En Chine, d'accord. en Chine, oui. En Chine. Donc voilà. Bref, je tiens beaucoup à ce livre. Et c'est les deux livres ensemble. Partage et ça. Voilà. On fait une pause et après, si vous voulez, je signe, machin, et puis... On va faire ça. Moi, je voudrais juste conclure en disant que voilà, en 4 ans ici, c'est pas si fréquent. On a eu beaucoup de libraires invités très talentueux. Je crois que c'est la première fois, donc sur les 6 livres présentés, là, il y en a un que j'ai lu, les 5 autres, j'ai envie de les acheter moi en sortant. Donc vous, je sais pas, mais en tout cas moi, ça fonctionne. Et puis donc ces 2 livres, je pense que vous avez saisi que non seulement ils sont magnifiques, ils sont passionnants, mais ils sont aussi importants. C'est des livres, je pense, quand on en sort, on se dit, là on vient de passer dans quelque chose qui a un sens profond pour ce que je pense la grande majorité des gens ici appellent la littérature et la culture. Donc voilà, donc merci beaucoup André Markovitch de nous avoir offert merci à cette vous soirée. Et merci à vous d'être venus si nombreux. Et donc merci beaucoup. Merci.